la présentation. Voilà, donc comme je vous le disais, nous avions terminé l'annale 2017 et nous n'avions pas, je crois, commencé. Voilà, l'année 2017, on avait parlé des découvertes, on avait parlé de ça, on avait parlé du fonds de roulement. Non, on n'avait pas encore établi le fonds de roulement et la trésorerie nette. Ok, bon, ben c'est parfait. On va pouvoir travailler sur ça. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde est en place? On devait calculer le fonds de roulement et le PFM. Merci Maxime. Ça marche. Alors, concernant le fonds de roulement, ici, on va prendre, pour calculer ce fonds de roulement, donc l'argent qui est disponible dans l'entreprise pour pouvoir financer le cycle d'exploitation qui est représenté par la partie circulante. L'argent qui reste disponible, on va le trouver donc dans ce fonds de roulement net global. Et pour l'obtenir, on va donc prendre le montant des ressources stables moins le montant des investissements et on va trouver notre fonds de roulement. C'est-à-dire que pour l'année, ici, pour l'année 2016, le fonds de roulement, il est le suivant. Donc, on va faire 39 000 moins 14 200 et on va obtenir un fonds de roulement de 24 800. Ça, c'est notre fonds de roulement pour l'année 2016. Parallèlement à ce fonds de roulement, j'ai des besoins. Ces besoins, ils sont nécessaires au cycle d'exploitation. C'est-à-dire que si je laisse du temps à mes clients pour payer, si je fais du stock, il va bien falloir derrière financer tout ça. Ce financement, il se fait par les fournisseurs, par la dette qui se construit au niveau des fournisseurs et au niveau de la dette fiscale. Donc, pour calculer le fonds de roulement, on va venir faire la partie circulante, ici les emplois, moins ce qui m'est donné par mes fournisseurs. Donc, au niveau du besoin en fonds de roulement, je vais faire 37 300 moins 13 300 et je vais obtenir 24 000. Alors, on voit la première interprétation que je peux avoir ici. On voit que le besoin est couvert, le besoin est couvert par le fonds de roulement. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, 24 000, et j'ai besoin de j'ai de l'argent, 24 800, et j'ai besoin de 24 000. Ce qui veut dire que finalement, le reste va venir abonder ma trésorerie. La trésorerie, ici, c'est la trésorerie active, 800, moins la trésorerie passive, 0, qui est égal à 800. Ça, c'est pour l'année 2016. Faisons les calculs maintenant pour l'année 2015. Parce que malgré tout, dans l'interprétation, si on s'en tient, et le sujet, lui, il ne demandait qu'à étudier l'année 2016. Donc nous, on a été un peu plus loin, ça permet de revoir un peu le fonctionnement. Si on s'en tient qu'à l'année 2016, et si on devait avoir une interprétation de l'année 2016, on dirait que le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement. Donc la situation est plutôt positive, et d'ailleurs la trésorerie est elle-même positive. On peut le contrôler par fonds de roulement moins BFR est égal à 800. 24 800 moins 24 000 est égal à 800. Je répète mon explication. Le fonds de roulement couvre les besoins du cycle d'exploitation qui sont représentés par le besoin en fonds de roulement. 24 800 est bien supérieur à 24 000. Par conséquent, le solde de ces deux indicateurs vient abonder la trésorerie. La situation est plutôt correcte. Si on avait eu un besoin qui était supérieur au fonds, on aurait une trésorerie négative, et là, on conclut bien sûr que la situation est plutôt préoccupante. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est de pouvoir analyser les variations.
Alors, pour l'année 2015, le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement, 34 100 moins 15 500. Alors, je ne l'ai pas calculé. Hop, 34 100 moins 15 500. Le fonds de roulement était, lui, de 18 600. Donc, il est plus faible. Il est plus faible, ce fonds de roulement. Mais, et ici, il va y avoir un mais, c'est le besoin ici aussi qui va être encore plus faible. Puisque si on regarde le besoin en fonds de roulement, il va être de 22 700 à 22 700 moins 6 200. Donc, on va avoir un besoin de 16 500, à mon avis, comme le vérifier, 22 700 moins 6 200, on a un besoin de 16 500. Donc, on a un besoin qui est nettement inférieur au besoin qui était ici. 16 500. Ce qui fait qu'on va avoir une trésorerie beaucoup plus positive. Vous voyez que le fonds de roulement couvre largement le besoin en fonds de roulement. Et d'ailleurs, on a une trésorerie ici qui est positive puisqu'on est à 2100. Est égal à 2100. Donc, on a une situation encore plus confortable en 2015 et si on avait dû étudier les 2 années, on aurait remarqué qu'il y avait une forte augmentation du besoin, une augmentation du fonds, mais qui n'est pas à hauteur de l'augmentation du besoin. Ce qui fait que notre trésorerie ici, elle se dégrade. On passe d'une trésorerie de 2100 à une trésorerie de 800 et on peut imaginer que si la situation devait perdurer sur ce même rythme en 2017, on connaîtrait des difficultés de trésorerie et on aurait une trésorerie qui serait devenue négative. Voilà, j'avais pas vu, vous m'aviez mis les montants, Ophélie, merci. Dans tous les cas, vous me les confirmez. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'étude du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Alors, y avait-il d'autres questions ? Alors, je pense qu'on avait traité la question franc, on en avait déjà discuté sur les solutions qu'on peut apporter pour pallier aux problématiques. On va pouvoir passer maintenant à l'annale 2018 et regarder un petit peu ce qui nous était proposé. Donc, en 2018, on nous dit que voilà, le bilan simplifié au 31 décembre de l'année 2017 de l'entreprise Seine Saveur est présenté en annexe 1, on le verra tout à l'heure. On nous propose aussi le compte de résultat en annexe 2. À l'aide de ces 2 annexes, vous veuillez répondre aux questions. Alors, les questions 1, les questions 1, 4, 5, les questions 1, 4 et 5 ne peuvent pas être traitées à l'aide du bilan. On les verra, ça fera l'objet de notre étude quand on reviendra sur le compte de résultat. Si on y va chapitre par chapitre. Donc, on reprendra de toute façon cette année 2018 et on retraitera les questions qui sont relatives au compte de résultat. Nous, ici, on va s'attacher juste au compte de bilan. Donc, on nous demande, au niveau de la question 2, de justifier le montant net des immobilisations corporelles, expliquer donc la signification de la colonne amortissement et provision du bilan. On nous demande aussi
déterminer le montant des créances dues par les clients au 31 décembre. Donc, on va traiter, hop, je vais entourer les questions que l'on va traiter. On va traiter ces deux questions qui sont possibles. Le tableau des SIG, ce n'est pas possible. Et on va traiter le bilan fonctionnel. Et on va discuter de la situation de l'entreprise. Donc voilà les 4 questions que l'on va traiter. Les 3 autres questions étant, elles, relatives au compte de résultat, et donc on ne pourra pas les traiter ici. Alors, hop, je vous remets le bilan à l'écran. Voilà le bilan que l'on nous donne. Je vous laisse le regarder, le consulter. De façon à pouvoir répondre à la première question qui va nous occuper ici, celle qui concerne l'actif immobilisé. Donc, on nous demande de justifier par le calcul la valeur nette comptable des immobilisations corporelles. Donc, de justifier par le calcul, ici, la donnée que l'on retrouve 119 000. Voilà, la donnée qui se retrouve ici. Alors, est-ce que quelqu'un peut me résoudre par le calcul et me donner comment on a fait pour trouver ces 119 880? Est-ce que quelqu'un a une idée? Allez-y, vous me l'écrivez. Vous pouvez même m'écrire directement pour ceux qui sont connectés sur le Jam. Vous pouvez même m'écrire votre résultat sur le Jam ou dans le fil de discussion. J'attends vos réponses. Merci Vincent. Donc, effectivement, Vincent nous propose de faire le calcul suivant, de prendre le montant brut. Alors, on va laisser, il y a quelqu'un qui voulait écrire M, je ne sais pas qui c'est, M, c'est Maxime. Allez-y Maxime, écrivez-nous votre proposition. Parfait, ça m'évitera d'écrire tout ça. Très bien. Donc, c'est ce que nous donnait comme proposition ici Vincent, c'est-à-dire que, merci Aude, qui nous donnait aussi la bonne réponse. Hop, j'ai recopié la réponse qu'avait fournie ici Vincent en nous disant voilà, le montant net la valeur nette des IMO, c'est le brut, c'est-à-dire sa valeur d'achat, sa valeur à l'origine, moins le montant des amortissements qui ont été pratiqués. Donc, ce qui revient au calcul suivant, 128 670 moins 8 790 est égal à 119 880. Parfait pour la première partie. Merci Aude, vous aviez aussi la bonne réponse. Maintenant, alors à part Aude qui a déjà... non, c'était un égal qui devait à mon avis pas être là, mais que signifie cette colonne dépréciation? Oui d'accord, c'est plus, ça marche. Que signifie cette colonne dépréciation, enfin amortissement-dépréciation? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'elle représente? Je suis pas trop d'accord, Vincent. Je vais revenir sur ce que vous dites. C'est
Mais allez-y, proposez, même si c'est pas bon, ça me permet voilà, de rebondir sur ce que vous dites. Pareil, Aude, alors Vincent, il est plus loin de la vérité. Aude, vous êtes proche de la vérité en me disant c'est ce qu'on a amorti dans l'année, mais c'est pas encore ça. Vous avez 2 mots en trop, Aude. On s'approche, Ophélie, c'est pas mal. Alors, je dirais que sur Aude, vous auriez eu la moitié des points. Ophélie, vous auriez eu la moitié des points. Malheureusement, Vincent, vous n'auriez pas eu de points sur la réponse, puisque votre réponse est fausse. Mais je vais vous expliquer. Hein. Mais encore une fois, c'est pas très grave. On est juste là pour justement donner des. Non, Maxime. Voilà, ok, Aude. Ça marche. Alors, je vais reprendre tout ce que vous avez dit, vous expliquer ce que vous avez dit, vous expliquer ce qui ne va pas dans ce que vous avez dit, d'accord? Et ensuite, je vous donnerai la bonne réponse qu'on attendait à cette question, à cette partie. Donc, c'était expliquer la signification de la colonne amortissement, dépréciation du bilan. Alors, Vincent nous propose, c'est ce qui reste à payer sur l'immobilisation. Non, c'est pas ce qui reste à payer, d'accord? C'est déjà ce qui a été constaté en charge depuis l'acquisition de l'immobilisation. Le paiement de l'immobilisation n'a rien à voir. On peut très bien avoir payé complètement l'immobilisation, imaginons que ce soit une seule immobilisation, je peux très bien avoir payé, d'accord, payé complètement l'immobilisation, et après, dans mes comptes, économiquement, on va donc étaler la répartition, la charge, on va l'étaler sur plusieurs années, et c'est ce que représente l'amortissement. Donc c'est pour ça que votre réponse ne va pas, ainsi que la réponse de Maxime qui me disait la somme que l'on doit payer chaque année pour payer les IMO. Encore une fois, le fait de payer, d'accord, le fait de payer, c'est complètement étranger. Vous pouvez l'effacer de votre esprit. D'accord, vous pouvez l'effacer de votre esprit. Effectivement, on va la payer, l'immobilisation. D'accord, mais l'amortissement qui est constaté, le tableau d'amortissement que l'on a réalisé pour cette immobilisation, chose que l'on a fait dans des chapitres en début d'année, les tableaux d'amortissement n'ont rien à voir avec le mode de financement, avec le mode de paiement. On va me dire, théoriquement, d'accord, économiquement, cela dépend du type d'amortissement. Oui, aussi, Vincent, effectivement, ça dépend du type d'amortissement. Vous savez qu'on a deux amortissements. Enfin, nous, on a vu deux amortissements, le linéaire et le dégressif. Bon, il existe d'autres modes, mais ce n'est pas du tout à votre programme. D'accord, et que, voilà, il faut connaître absolument le linéaire, le dégressif. Voilà, ce n'est pas forcément une obligation. Jamais on va vous demander du dégressif. Par contre, il faut absolument connaître la méthode de calcul de l'amortissement linéaire. Ça, c'est impératif. Donc, je disais, l'amortissement, d'accord, qui est constaté chaque année avec notre tableau d'amortissement, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la perte de valeur du bien, d'accord, à cause, bien sûr, de son utilisation et de son usure. Mais c'est une perte de valeur théorique, économique. On est bien obligé de se baser sur quelque chose. Donc ici, on va dire qu'un véhicule qui a été acheté 10 000 euros et qui est amorti sur 5 ans, tous les ans, alors je peux l'avoir payé tout de suite, ce n'est pas du tout un souci, mais tous les ans, économiquement, dans mes comptes, je vais lui faire perdre 2 000 euros de valeur, jusqu'à arriver à une valeur à zéro. Mais on est bien d'accord que cette valeur de 2 000 euros tous les ans, qui est l'amortissement, et qui va venir se cumuler d'année en année. Et c'est ce chiffre-là que l'on retrouve ici. C'est le cumul des amortissements qui ont été pratiqués et qui représentent la perte de valeur économique du bien. Cet amortissement, il est purement théorique. Je vais vous prendre un exemple. Ce véhicule que j'ai acheté 10 000 euros, d'accord ? Imaginons que la première année, je l'ai tué, le véhicule. Je l'ai tué, je lui ai mis un nombre de kilomètres pas possible. En plus, j'ai crevé 3 fois, j'ai croqué un essieu. Enfin, voilà, le véhicule, clairement, s'il vaut encore 2 000 euros, c'est le bout du monde. Non. Mais dans mes comptes. Sauf cas exceptionnel. Et là, je vous ai pris un cas voilà, extrême. Mais dans mes comptes, je vais compter 2 000 euros. Je vais me tenir au tableau d'amortissement que j'ai prévu. Dans mes comptes, je lui ai fait perdre une valeur de 2 000 euros, alors que concrètement, véritablement,
il a perdu beaucoup plus de valeur parce que, par exemple, j'ai fait énormément de kilomètres la première année. Au même titre qu'un autre véhicule, pour lequel que je n'ai pratiquement pas utilisé. On a fait 200 km sur l'année avec le véhicule. Le véhicule, il a tout le temps que je dois en mettre au garage. On lui a fait ça 8 ans. J'ai des briquets tous les jours. Ce véhicule, il a perdu peu de valeur. Or, je l'ai quand même fait perdre la même valeur. Donc, ces valeurs d'amortissement sont des valeurs théoriques. On est bien obligé de s'appuyer sur quelque chose. C'est, voilà, dans le cadre d'une utilisation normale, normalement, le véhicule, il va perdre 2000 € par an. Donc, la réponse la plus parfaite à cette question, donc, c'est un morceau de ce qu'avait dit Aude avec un petit peu de ce que tout le monde a précisé ici, mais personne ne m'a parlé de cette perte de valeur. D'accord ? Donc, effectivement, la colonne amortissement ou provision, c'est la perte de valeur constatée depuis l'acquisition du véhicule, depuis l'acquisition du bien, donc le cumul des amortissements finalement. Et cet amortissement constate la dépréciation, la perte de valeur à cause de l'usure, une perte de valeur ici qui est économique. Voilà ce qu'on attendait au mieux des étudiants pour la réponse à cette question. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris ce que je voulais vous dire? Et compris aussi les erreurs que vous avez commises, pour ceux qui ont commis des erreurs. Ça marche? C'est bon, les garçons, c'est bon aussi, Maxime et Vincent? Ok, Georgien, ça va? Après, je peux répéter, hein. Franchement, je peux répéter 10 fois, ça ne me dérange pas. Alors, une fois qu'on a donc répondu à cette première question, où on a justifié, la partie nette, on a justifié et on a expliqué ce qu'était l'amortissement, et c'est bien, voilà, l'amortissement, je l'ai acheté ça, je l'ai usé théoriquement et économiquement pour cette valeur-là, il ne vaut plus dans mes comptes, théoriquement, que cette valeur-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer donc à la question suivante. Alors, hop, on va faire un petit binôme par question, c'est pas un problème. Voilà, et puis je vois que Georgia participe assez peu, et là j'ai eu un petit oui, alors je vais demander est-ce qu'elle traite la question suivante, qui n'est pas très compliquée, hein, d'accord, qui n'est pas très compliquée. Je vais vous remettre la question à l'écran. Voilà la question. Alors, soit vous m'entourez le chiffre, soit vous me le citez, soit vous me faites comme vous voulez. Mais quel est le montant dû par les clients au 31 décembre 2017? Georgia, est-ce que vous pouvez vous occuper de cette question et nous donner une réponse? Si vous ne savez pas, vous marquez « je ne sais pas ». D'accord ? Ce n'est pas très grave. On est là pour justement pallier à ça. Alors, est-ce que Marie-Ève peut aussi me répondre à la question? Ok, Georgia, pas de souci, on va regarder ça ensemble. Je demande est-ce que Marie-Ève peut me répondre à la question? Ils sont seuls là. Élise, peut-être? Alors, quelqu'un a levé la main. Quelqu'un a levé la main. Qui a levé la main? Non, personne n'a levé la main. J'ai cru.
Elle va quitter du coup la réunion. Super, merci, c'est poli, je m'en souviendrai. Alors, j'essaie, vous me dites. Mais non, je ne sais pas non plus, d'accord, j'ai pas vu, j'essaie depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas non plus. Ok, d'accord. Alors, qui d'autre qui voudrait répondre? Je peux essayer, allez-y Maxime, je vous écoute. Ou je vous écoute, ou je vous lis, ou vous me le signalez dessus. Allez-y, Nafissa. Ok, c'est bon, Aude. Je me doutais bien que vous le saviez. Nafissa, si vous pouvez vous avez levé la main, je vous écoute, ou vous m'écrivez votre réponse, ou vous l'entourez sur notre jam, si vous y avez accès. Ou c'est Ophélie qui a levé la main, parce qu'en fait, la main est entre Nafissa et Ophélie. Allez, il faut y aller là. Ah bah voilà, merci Ophélie, c'est super. Ok, donc, Georgia, Marie-Ève qui n'avait pas réussi à répondre et qui s'est sauvée, et puis Élise. Au niveau des créances clients, d'accord, au niveau de l'actif circulant, on aura toujours ces trois postes-là. Il se peut que le nom change un peu. D'accord. Si on regarde le bilan tel que l'on l'avait dans le dossier précédent, hop, je le réaffiche, voilà. Il était marqué simplement client. Mais vous voyez qu'on a toujours les trois mêmes postes. On les aura toujours, ces postes-là. On aura toujours les stocks. Il se peut qu'on vous marque stock plus en cours. Il se peut que, bon, en général, il y aura toujours au moins stock. Ici, au niveau des créances, il se peut qu'on vous mette simplement créance ou créance client ou client. Au niveau de la trésorerie, on va peut-être vous marquer trésorerie, banque, caisse, disponibilité. Tous ces termes sont les mêmes, mais on va retrouver à chaque fois dans nos bilans au moins ces trois parties-là. Donc ici, si je reviens sur le bilan qui nous était proposé, vous voyez qu'ici, au niveau de la partie qui est due encore par les clients, on nous a marqué créance client. Créance, c'est toujours en rapport avec les clients. Oui, dette en rapport avec les fournisseurs. Créance, c'est ce qu'on me doit. Et les dettes, c'est ce que moi je dois. Donc, effectivement, la partie des créances clients, c'est celle-ci. Et elle s'établit à 14 560 €. C'est ce que me doivent mes clients. Alors, ça répond donc à la question concernant le montant des créances dues. On voyait que ce n'est pas compliqué, hein, c'est une question sur un ou deux points, hop, il y a un chiffre à lire, le montant des créances clients est de 14 560, boum, on prend vite le point là. Hein. C'est des points donnés, ça, hein, c'est des points cadeaux. Alors, maintenant, il va falloir établir le bilan fonctionnel. Alors, on va y aller, je vais vous proposer donc une petite trame pour réaliser ce bilan. Puis, je vais vous demander de le travailler. Hop, juste le temps de remettre la trame. À 0. Alors, je vais dans une feuille ici reprendre le bilan. Voilà. Hop. Et donc, vous proposez la trame de travail juste en dessous. Donc ça, c'est pour travailler notre bilan fonctionnel. Et là, je fais appel aux volontaires pour venir me remplir le bilan fonctionnel
des volontaires. Après, je vous laisse peut-être Ophélie, puisque je vois que vous êtes connecté. Ophélie, vous pouvez vous occuper de toute la partie stable, donc toute la partie qui est en vert, s'il vous plaît. Il y a des volontaires. S'il y a des volontaires, je suis preneur. Hein. Allez-y, il faut essayer. Il faut. Vous vous plantez, on s'en fiche. Mais alors. Allez, Maxime, je vous laisse. Les garçons, allez. Je vous laisse travailler sur Maxime le circulant. Et puis Vincent, bon, la trésorerie. Vincent, vous me calculerez après le fond de roulement. J'ai plus le lien de jam, je vous l'envoie, Aude. Et puis après. Alors, pour écrire, Ophélie, vous allez cliquer sur le côté sur l'outil de texte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Hop, vous cliquez sur l'outil de texte et vous venez cliquer dans une case et ça va vous mettre une petite case dans laquelle vous pouvez écrire. D'accord. Alors, les dettes, c'est que l'on doit. Oui, c'est ce que l'on doit, les dettes. Quand autrui nous doit quelque chose, ce sont des créances. Alors, comme Maxime n'a pas beaucoup travaillé, oula, alors,
D'où il sort ce 183 000 là, Ophélie? Oui, 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 Georgia, c'est ça. Ce sont les dettes fournisseurs. Ok, alors il manque un dernier total, puisque au niveau de la trésorerie passive, il n'y avait rien. 105 000 euros. Ça marche. Alors, je vais faire une petite vérification par rapport à ce que vous avez fait. D'accord? Je vais faire une petite vérification parce que, au même titre que le bilan présente un actif, un actif net et un passif identiques, le bilan fonctionnel doit aussi présenter des ressources et des emplois qui doivent être identiques. Donc, je vais faire un petit calcul. Donc, je vais additionner 140 900. Alors, attendez avant de calculer, Vincent, comme il y a des erreurs, votre fond de roulement, il ne peut pas être bon. Donc, 140 900, 40 450 et 13 650. D'accord? Ce qui me donne un total de 195 000. Bon, ici, total 195 000. De l'autre côté, en sachant que bien sûr, ici, il y avait nada. D'accord? De l'autre côté, j'ai 77 960 et 105 250. J'ai un total de 183 210. Oups, il y a un problème. Oui, c'est moi. J'ai mis le brut au lieu du net. Alors, c'est un problème partagé, Aude. Je vais vous dire pourquoi. Parce que soit... Donc d'abord, il y a deux problèmes dans les comptes ici. La première chose, c'est que si vous regardez votre cours, on vous dit de prendre le brut ici et de rajouter le montant des amortissements dans la partie des ressources. C'est-à-dire qu'ici, il aurait fallu rajouter 11 790. Et là, on tombait sur nos petits. Parce que si je rajoute ici amortissement provision, le montant des amortissements, d'accord, et des dépréciations. Oui, moi, dans mes fiches, j'ai noté capitaux propres plus rajouter amortissement et dépréciation. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, vous avez à moitié tort, pas à moitié faux. Voilà. Si je rajoute mes 11 790 ici, d'accord, je vais tomber sur mes 195 000. Je ne refais pas le total ici, d'accord, parce que de toute façon, il y a encore une autre erreur. Je vais tomber sur mes 195 000 et là, maintenant, mon bilan fonctionnel, il est équilibré. Et donc, déjà, c'est un gage de sécurité. Je reste sur cette problématique. Où, si on met le montant des IMO bruts, alors il faut réintroduire les amortissements de dépréciation ici. Ça, c'est tel qu'il est indiqué dans votre cours. Sauf que, pour moi, c'est un peu ambigu, dans le sens où, si on regarde l'exercice qui avait été proposé en 2017, hop, je reviens dessus, voilà. Il n'y a pas de montant brut, il n'y a pas de montant net. Il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas de dépréciation. Ici, ce sont que des montants nets. Vous voyez, Aude. Donc, moi, je préfère travailler avec le net sans réintroduire les IMO et les dépréciations de l'autre côté. Le résultat sera identique, je vais vous le prouver après. Vous pouvez tout à fait faire comme le cours le dit, mais à condition de savoir que de temps en temps, on peut ne pas vous donner les montants bruts. Et à ce moment-là, il faut partir sur les montants nets. Ou bien vous retenez que le travail sur les montants nets et ça fonctionne dans tous les cas. Mais c'est vrai que le cours nous dit, voilà, il faut mettre le montant brut et réintroduire au niveau des ressources
la partie dépréciation et amortissement. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a remis la partie. D'accord ? Autre problème. Les emprunts, c'est au-dessus. D'accord ? Les emprunts, ici, si je mets du vert, ça, alors, bon, on va faire ça. Voilà. Ça descend jusqu'aux emprunts. Okay. Donc, je me permets d'effacer ça. Je veux dire qu'ici, on pouvait ne pas détailler, mettre capital résultat, on pourrait simplement mettre capitaux propres, c'est tout à fait possible. Alors, si vous mettez tout le détail, pas de problème, hein, on ne vous portera pas faux. Donc, capitaux propres. Merci Maxime. On venait mettre donc nos 77 960 plus mes emprunts, mes 92 000, plus mes 11 790. D'accord ? Et là, on avait un total de 182 350. Donc, attention à cette petite erreur. Hein. Les emprunts sont bien dans la partie des ressources stables. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là maintenant? Du coup, votre fonds de roulement, il ne va plus être négatif, hein, Vincent, puisque tout à l'heure, vous me disiez le fonds de roulement est négatif. Oui, il était négatif avec ce qui avait été fait, mais maintenant, effectivement, il va devenir positif. Alors, si vous voulez bien, je vais sur la feuille suivante, vous mettre directement le corrigé, ce qui va vous permettre de travailler. Donc voilà, hein, ça reprend simplement ce qu'on avait noté au-dessus. Et donc, Vincent, vous nous calculez le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, et puis la trésorerie. Allez-y, Vincent, c'est parti. Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie. Alors, Vincent donc, nous propose un BRNG. Je n'ai pas pris mes lunettes, mais je pense qu'il y a un petit souci. Alors, effectivement, hein, 41 450, c'est bien le fonds de roulement. Voilà, fonds de roulement net global. Pour le besoin en fonds de roulement,
Donc, notre fonds de roulement, on a pris 182 350 moins 140 900. Donc, on a un fonds de roulement ici, comme nous le disait Vincent, de 41 450. Pour le besoin en fonds de roulement, on a pris le total des emplois circulants 40 450 moins 12 650. On a un besoin de 27 800. Merci Vincent. Et donc, une trésorerie ici, trésorerie nette, trésorerie active moins trésorerie passive, qui est égale à 13 650. On peut contrôler notre résultat en faisant fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Ici, 41 moins 27 800, ça nous donnerait 13 650. Alors, je vais vous mettre aussi à l'écran ici, et pour vous montrer qu'on emploie la méthode par le brut ou la méthode par le net, on obtient exactement le même résultat. Au niveau des indicateurs. Donc ici, j'ai établi mon bilan fonctionnel en prenant les valeurs nettes. D'accord ? Tout à l'heure, vous aviez pris les valeurs brutes et vous aviez réintroduit le montant des amortissements ici. Moi, j'ai pris les valeurs nettes. Donc, c'est la méthode 2. Dans le corrigé, vous aurez les deux méthodes. J'ai pris une valeur nette et quand je fais mes calculs de fonds de roulement, alors effectivement, les ressources totales, les emplois ici stables ne sont pas les mêmes. Ça, c'est clair. Mais de toute façon, à eux seuls, ils ne représentent pas grand-chose. Ce qui m'intéresse après, c'est le calcul du fonds de roulement et j'obtiens 41 450 de la même façon que précédemment en utilisant la méthode par le brut. J'obtenais 41 450 aussi. Voilà pour ça. Alors, au niveau des questions. En étant commenter la situation générale, donc on peut le commenter grâce à nos indicateurs fonds de roulement, besoin en fonds de roulement. La situation générale, elle est plutôt correcte, elle est plutôt satisfaisante, puisque il faut que le fonds de roulement soit supérieur au besoin en fonds de roulement, ce qui est le cas ici. Et de toute façon, ça traduit une trésorerie qui est positive. Donc la situation financière de l'entreprise est plutôt satisfaisante parce que le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement, il est supérieur au besoin en fonds de roulement, et de toute façon, ça se voit puisqu'on a ici une trésorerie qui est positive. Voilà ce que l'on peut dire de la situation de l'entreprise. Est-ce que ça commence à être un peu plus clair dans vos têtes ? Alors, j'espère que oui. Alors, dans le corrigé final que je vous donnerai, il y a 2 exercices supplémentaires qui sont un petit peu plus durs. Alors, vous avez le corrigé avec, vous pouvez toujours les tenter. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces 2 exercices qui ne sont pas issus d'Anal, d'accord, vous allez regarder, et puis voilà, vous allez vous confronter à quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus dur. Si vous ne réussissez pas, au moins vous aurez essayé et vous avez le corrigé, donc vous pourrez voir éventuellement les erreurs que vous avez faites. Par contre, effectivement, si vous avez tout compris et que vous réussissez en plus les exercices qui sont d'un niveau supérieur, alors c'est tant mieux pour vous. Voilà, y a-t-il des questions ? Non ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on aura bien bossé pour aujourd'hui. Je vais vous libérer dès à présent. Vous souhaitez un très bon week-end à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche pour tout le monde ? Allez, bon week-end à tous.